Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour 1 heure de décryptage de l'actualité du continent. Au sommaire ce soir, le Soudan, les manifestations monstres, la chute du président Omar el-Béchir, les visages féminins dans le cortège des manifestations. Nous reparlons ce soir de Alaa Salah, devenu le symbole de la révolte soudanaise. Économie en Afrique centrale, les transactions monétaires via la téléphonie mobile sont en hausse. Selon les derniers chiffres, elles ont presque doublé au cours de l'année 2018. Et puis RTSS, c'est le nom du nouveau vaccin contre le paludisme. Il a été lancé ce mercredi 23 avril par l'Organisation mondiale de la santé au Malawi en prélude à la célébration de la journée mondiale du paludisme célébrée ce jeudi 25 avril. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Adam Azeizi, consultant bancaire intervenant auprès de différentes institutions financières internationales de la zone EMEA. Bonsoir. Bonsoir. Et Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Amiri, consultant en communication. Bonsoir. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Dans les rues de Khartoum, elles sont des milliers. Chaque jour, ces femmes veulent jouer un rôle majeur dans la transition qui se passe actuellement au Soudan. Alaa Salah est même devenue une icône dans son pays, debout sur une voiture chantant des hymnes révolutionnaires devant le quartier général de l'armée. L'image de cette jeune femme a fait le tour du monde. Soudan, le combat des femmes, un sujet de Aïssatou Diamanka Besland. Alaa Salah, ou plutôt la femme en blanc, telle qu'elle a été baptisée, grâce à son action dans la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir. Alaa Salah, âgée de 22 ans, étudiante ingénieure, est devenue, sans le vouloir, le symbole de la contestation populaire au Soudan, qui a débuté en décembre 2018 et qui a conduit à l'éviction de l'ancien président, actuellement en prison. Pour cette tigre du désert, la révolution de son pays est loin d'être terminée. Nous voulons un Soudan meilleur, un Soudan démocratique, un État qui juge tout le monde conformément à la loi sans favoritisme. Nous étions donc sur la place jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites, dont la première est le jugement du précédent régime, ainsi comme tous ceux qui ont versé le sang du Soudan, y compris ceux qui ont commis des crimes et la corruption. Notre révolution est en cours jusqu'à ce que nos demandes soit satisfait. Alaa Salah a gagné en notoriété grâce à une vidéo devenue virale après sa diffusion dans les réseaux sociaux au début du mois d'avril 2019, debout sur le toit d'une voiture. Quand j'occupais cette voiture, je récitais un poème. La balle ne tue pas. Ce qui tue, c'est le silence des gens. C'est le grand poète soudanais, Azari Mohamed Ali, qui décrit la réalité soudanaise, la réalité de la révolution, la réalité du mouvement, la réalité de la rue d'une manière très précise. Le 23 avril, des manifestants se sont entassés dans des trains en direction de la capitale Khartoum pour apporter leur soutien aux milliers de militants rassemblés devant le siège de l'armée. Alaa Salah était dans ce cortège protestataire. L'armée soudanaise fut contrainte de limoger Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Aujourd'hui, les manifestants demandent un retour rapide à un pouvoir civil. Juste avant de revenir sur les manifestations au Soudan, jusqu'à 70% des cortèges sont composés de femmes. Ma question s'adresse à vous tous. Est-ce que quelqu'un a été surpris de voir que cette contestation a pris ses accents féminins ? Non. Non, pas tout à fait. Si vous permettez que je réponde, je crois qu'en Afrique, beaucoup de pays sont tenus notamment, et les sociétés tiennent grâce aux femmes. Et je crois que dans l'esprit des révolutions, celle du Soudan, je pense aussi à l'Algérie, la présence des femmes est nécessaire, elle est primordiale même. Et je crois qu'il n'y aura pas de réussite dans ces révolutions sans une égalité entre les hommes et les femmes. Alors il doit y avoir effectivement au Soudan de nombreux exemples sur des inégalités de droits qui peuvent exister entre les hommes et les femmes. C'est le cas dans de nombreux pays africains, et que si dans cette brèche on peut s'engouffrer effectivement et permettre d'avoir une réelle égalité dans les sociétés, je pense que ça fera énormément de bien. Oui. Donc on peut dire que ces manifestations font comprendre aux hommes soudanais que les femmes méritent toute leur place au sein de la société soudanaise. Oui, mais c'est une tradition soudanaise. Quand on regarde la femme soudanaise, je ne sais pas comment on appelle ça, les Nubiennes, à l'époque de Nubis. C'était bien avant. C'était bien avant. Les Kandaka, on les appelle les Kandaka, c'est parce que c'est cette tradition soudanaise qui fait que les femmes ont toujours été au devant de la scène.
Quand on regarde les 3 révolutions, c'était la 3e, mais quand même en 64 et en 85, on voit que quand la femme descend dans la rue, l'homme suit. Et souvent, quand on regarde, pas seulement au Soudan, dans d'autres pays africains aussi, souvent les mamans se mettent devant. Quand les femmes parfois se mettent nues aussi pour affronter. On a vu ce qui s'est passé au Togo, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Algérie. La femme, je crois que c'est le moteur du changement, et le système patriarcat essaie toujours de minimiser ce rôle de la femme en les contenant à la cuisine et à la maison. Maintenant, je crois que la femme, avec cette nouvelle génération qui est arrivée, je crois qu'elle conteste cette assignation à résidence, et elle veut prendre son destin en main, et on s'en félicite. Et les protestataires demandent notamment l'établissement d'un parlement qui compterait au moins 40% de femmes. Est-ce qu'elles ont des chances dans le prochain premier gouvernement post-Omar el-Béchir? Le Soudan est en train de vivre une période de transition où le régime de transition mené par le général Abdel Fattah Abdelrahman Berhara souhaite apporter des solutions rapides qui puissent apaiser la rue. Donc, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause par rapport à la représentativité dans le Parlement soudanais? Peut-être pas aux proportions souhaitées dans une première phase, mais il est clair et net que le gouvernement de transition va essayer d'apporter des réponses, et notamment par rapport aux droits des femmes, qui sont aujourd'hui des activistes de premier plan, comme indiquaient mes collègues, dans cette révolution soudanaise. Et donc aujourd'hui, il va falloir mettre de l'eau dans le moulin de ces activistes pour pouvoir les apaiser et pouvoir faire entrer dans une phase de transition. Mais ça ne calmera pas totalement la rue, parce qu'il y a d'autres points qui sont très importants aujourd'hui, qui sont revendiqués par les contestataires, notamment avec la grande marche qui est attendue, la marche du million qui arrive dans cette semaine. Donc ça sera un des points, ça c'est certain. Ce sera très malvenu d'ailleurs de la part du gouvernement de ne pas garantir, je ne dirais pas une parité, mais de ne pas permettre aux femmes d'entrer dans le nouveau gouvernement, au vu du rôle qu'elles jouent dans la révolution. Donc en termes d'image, ce serait catastrophique. Alors pour en revenir aux manifestants, malgré les engagements du Conseil militaire de satisfaire l'essentiel des demandes de l'opposition, les manifestants sont déterminés. Ils étaient des milliers ce jeudi dans la marche du million, comme ils l'ont appelé, devant le QG de l'armée pour demander un gouvernement de transition civile. Selon vous, M. Azeizi, pourquoi l'armée ne veut pas rendre le pouvoir aux civils? Je pense qu'en tout cas, en Afrique, l'armée a toujours eu dans les gouvernements, en tout cas, un rôle très important. C'est plutôt elle qui faisait, l'armée est faiseur de chef d'une certaine manière. Elle a toujours eu un rôle primordial, hérité de son histoire aussi. Et il est évident que l'armée au Soudan, tout comme dans d'autres pays, et je pense notamment à l'Algérie, joue un rôle et a l'intention de jouer un rôle de façon finalement à ne pas, pardonnez-moi, minimiser sa place dans le jeu politique. Et je crois qu'elle gardera de toute façon au Soudan un vrai rôle. Alors après, il faut espérer qu'émergent au sein de l'armée des cadres républicains, voilà, qui ont conscience de l'importance de l'armée effectivement dans l'organisation du pays, mais qui en même temps ont une pleine conscience de l'importance démocratique que ça peut représenter. Vous pensez qu'on peut y arriver? Je pense que dans l'air du temps, il y a quelque chose, effectivement, quand on veut voir l'histoire de façon positive et qu'on est pris par ce souffle d'enthousiasme, effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, il y a un réel vent de changement. Espérons maintenant tous ensemble que ça se ponctuera, effectivement, par de réelles avancées en Afrique. Il est temps que les Africains reprennent leur destin en main, et de cette manière-là, à travers des... Sans l'armée? L'armée, elle sera présente de toute façon, si vous voulez, mais que ce soit une armée républicaine qui soit là effectivement pour garantir la sécurité du pays, mais qui n'ait pas un rôle de répression ou un rôle trop important, si vous voulez, dans l'organisation politique, de désigner un tel ou un tel comme étant le candidat le mieux placé pour accéder à la magistrature suprême. Donc l'armée est là, il faut qu'elle soit là, parce qu'elle a un vrai rôle à jouer, mais pas un rôle politique. Voilà. Alors, sous la pression de la rue, justement, 3 responsables de l'armée jugés proches de l'ex-président Omar el-Béchir ont démissionné. Ces premières victoires ouvrent-elles réellement la voie à une véritable émancipation au Soudan?
Émancipation, laquelle des émancipations? Je crois qu'il faut regarder un peu la période avant la Révolution, pendant la Révolution et les perspectives qui sont en train de se dessiner maintenant avec la persévérance et la détermination des manifestants qui ne veulent plus se faire voler leur révolution. Moi, je regarde, quand on regarde la composition des manifestants, de ceux qui ont fait la révolution, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Au Soudan, ça se comprend parce qu'ils ont cette jeunesse, c'est vraiment bien parce que le régime, d'habitude, en fait, elle n'a pas vu venir cette vague de contestation parce que le régime a tenu la capitale. Tous les militaires barricadés, Al-Béchir, croyaient que, comme toutes les révolutions viennent des capitales, en fait, cette contestation est partie d'Adbara, dans une ville du nord. Et ça a contaminé, ça s'est propagé jusqu'à la capitale. Et qui a porté ça? Ce n'est pas les partis politiques d'opposition traditionnels, non. Ce n'est ni les tenants du pouvoir classique, non. Ce sont une formation portée par les jeunes qui ne veulent plus se reconnaître dans ces anciens partis politiques qui essaient plus, qui sont pour le dialogue et la négociation avec les régimes, qu'à une révolution qui va renverser le régime. Donc du coup, pourquoi cette jeunesse a répondu à cet appel de cette formation des professionnels, c'est le groupement des professionnels qui a lancé l'appel pour manifester, et les jeunes ont répondu massivement. Là, les partis politiques ont suivi la marche. Donc pour moi, cela montre très bien que ces jeunes ne veulent pas du demi-mesure. Ces jeunes ne veulent pas de négociation ni de dialogue avec tout ce qui est en lien avec le régime. Parce que quand vous dites militaire, madame, de quel militaire vous parlez? De quelle armée vous parlez? Parce que Al-Béchir a tout dupliqué. Le peuple a en face de lui un hydre, une armée où Al-Béchir a mis une milice entière en face de cette armée, ou quand même parfois a marginalisé cette armée. Vous avez dit, mais vous n'avez pas fait remarquer que Al-Béchir a limogé les premiers officiers qui ont commencé à écouter les manifestants et à demander à Al-Béchir des comptes. Et justement ce qui fait qu'il faut vraiment s'attendre que le gouvernement civil viendra. Non, justement, dans ce sens, vous parlez de limogeage, ça fait partie des revendications aujourd'hui des manifestants et ça fait partie des symboles sur lesquels doit aller le gouvernement de transition pour faire une sorte de coupure avec l'héritage passé du NCP et montrer que le Soudan rentre dans une phase de transition. Je dis bien transition parce que ce qui apparaît et ce qui est assez certain, étant donné le contexte géopolitique du Soudan, de ses voisins, de ses partenaires, c'est qu'on ne va pas faire une transformation complète du régime, mais vers une transformation progressive avec avec même l'opposition aujourd'hui qui aujourd'hui fait une concession, qui voulait évoluer vers un régime civil et qui aujourd'hui accepte une sorte de régime hybride où l'armée garderait des postes régaliens qui sont les postes primordiaux de sécurité tels que la défense ou les affaires étrangères et ouvrirait la porte à des civils pour entrer dans le gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui est encouragé non seulement par les échanges entre les opposants et l'armée, mais également par les soutiens de l'armée. Aujourd'hui, l'armée et le gouvernement de transition est soutenu par les partenaires égyptiens, Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Et justement, l'Union africaine qui avait menacé le 15 avril dernier de suspendre le pays si l'armée ne quittait pas le pouvoir, demande une transition de 3 mois. Pourquoi donner un délai aux militaires? Parce que l'Union africaine estime aujourd'hui, du moins les pays qui ont poussé ça, parce que ce n'était pas le message au départ, puisqu'il y avait eu un ultimatum. Au départ, il y avait eu un ultimatum pour revenir à un gouvernement civil. La donne a changé et même au niveau international, au niveau de l'ONU, même les pays européens qui ont essayé de pousser, qui ont occidentaux, États-Unis compris, pousser vers une pacification. L'axe composé de l'Afrique du Sud, de la Russie, de la Chine et d'autres alliés ont tempéré et ont voulu que cela reste d'une manière assez douce et que le gouvernement militaire ne soit pas bousculé. Les précédents dans d'autres pays, on peut penser à la Libye ou autres, ont joué dans ce sens. Et aujourd'hui, l'intérêt de la région, le voisin égyptien premier, qui est un voisin assez sensible et qui a déjà un front libyen affronté qui n'est pas les plus simples, ne veut pas retrouver un autre front à ses frontières sud et veut que la transition se fasse d'une manière douce et que le gouvernement militaire tempère la rue, mais garde la maîtrise du pays.
Moi, je crois que aussi il faut comprendre que c'est aussi c'est une bataille géopolitique qui se passe. Hein, et, comme vous avez dit, l'axe Chine-Russie qui veulent tenir, parce qu'eux, ils avaient, comment on appelle, le Soudan avant, et là, les États-Unis et la France et les autres qui veulent aussi entrer dans le jeu en demandant à ce régime de rendre le pouvoir aux civils. Je crois que c'est une grande bataille qui se passe. On parle de France, d'États-Unis, d'Union africaine, et tout ça. C'est une influence énorme. C'est pour ça que je disais qu'il faut laisser au peuple de décider et que si le peuple veut sa révolution, il faut le faire. Visiblement, on en est loin, si je peux me permettre, hein, parce qu'avec ce qu'on vient d'entendre, on a entendu tous les pays qui composent ce qu'on appelle la communauté internationale. Et l'UA dans tout ça. Oui, non, mais l'UA n'a pas. Je veux dire, ils défendent aussi des intérêts qui sont des intérêts qui ne sont pas africains. Je veux dire, à partir du moment où les États-Unis, l'Union européenne, etc., l'Arabie Saoudite, de quoi on parle. L'Union africaine a réagi en dernier, vous voyez. Oui, non, mais en fait, que personne ne se mêle de tout ça. À un moment, il faudrait quand même que l'Afrique reprenne son destin en main et qu'on n'attende pas que les États-Unis nous disent. Il faut avoir les moyens. Oui, mais les moyens, on ne les aura jamais, les moyens, puisqu'à chaque fois, on nous les prend, les moyens. Donc finalement, on va toujours rester à la solde des gens qui nous disent comment est-ce qu'on doit faire la révolution. En Algérie, c'est pareil. Ce qui se passe en Égypte, en Algérie, non, c'est pas tout à fait pareil, parce que l'ingérence étrangère est inexistante en Algérie pour le moment. Du coup, c'est pour vous dire que chaque peuple agit selon les situations géopolitiques. Oui. Alors, messieurs, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.